Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci beaucoup de nous suivre. C'est votre mission intitulée La table de réflexion sur votre chaîne préférée, Juridique TV. Et comme je l'ai toujours dit dans cette émission, nous réfléchissons sur toutes les actualités économiques, politiques et juridiques de la République démocratique du Congo, tout en émettant nos points de vue sur ce que nous voulons à ce que le pays puisse avancer. Et pour aujourd'hui, nous parlerons économie, pour permettre à vous de comprendre réellement ce qui se passe dans notre pays. On parle de l'économie en République démocratique du Congo. Je suis votre humble serviteur, Eric Tushwaka, le défenseur de la politique réfléchie, faite avec éthique et déontologie. Mais aujourd'hui, je reçois pour vous, pas le moindre, je reçois pour vous Monsieur Célestin Ilunga Mbouyi, économiste, où nous parlerons avec lui ici sur la diversification de l'économie et du point de vue de la politique économique d'un État ou d'une nation, avec quoi on va développer cette thématique pour vous permettre de comprendre réellement ce qui se passe en République démocratique du Congo dans le secteur de l'économie. Bonjour Monsieur Célestin Ilunga Mbouyi. Oui, bonjour Monsieur Eric. Comment vous allez? Oui, ça va bien et vous-même? Oui, nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Okay. Nous parlons aujourd'hui économie. Qu'est-ce qu'on peut attendre par économie? Oui, c'est un peu difficile de définir l'économie en un seul mot, mais si on peut essayer, on peut dire l'économie est cette science qui apporte les réponses aux choix que les personnes ont vis-à-vis de leurs besoins. Donc, en un mot, c'est cette science qui s'occupe de la production et de répondre aux besoins de la plus grande communauté de la population. Ok, donc répondre à la population. Et on parle beaucoup plus de la diversification du secteur de l'économie, diversifier l'économie, etc. Rappelez-vous, il y a disons une année presque, quelques mois, dont le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba nous a produit, je crois bien, 19 piliers de son gouvernement où carrément on parlait de la diversification du secteur de l'économie. Pourquoi est-il important de diversifier les secteurs économiques? Ok, parce que là déjà c'est un problème au niveau de la RDC. Par notre héritage colonial, on est resté avec une économie beaucoup plus basée sur la production minière et en l'état brut, on exporte comme ça. C'est-à-dire notre économie dépendait que de ce secteur. Alors on a réfléchi vis-à-vis de beaucoup des chocs que cette économie a subis, c'est-à-dire par rapport aux réajustements internationaux, etc. De dire non, on ne peut pas seulement dépendre des mines, on n'a pas que des mines dans notre pays, on peut aussi aller dans d'autres secteurs. Donc diversifier une économie revient à donner cette économie la possibilité d'évoluer avec tous ces secteurs pour atteindre un niveau de pic, un niveau de développement voulu. Alors dans notre pays, l'accent, en dehors des mines, l'accent a été mis effectivement sur l'agriculture. L'agriculture, tout à fait. L'agriculture, mais qui traîne encore parce qu'il n'y a pas encore de politique très appréciable à ce niveau. Quand bien même il y a des initiatives privées, même les initiatives de l'État n'aboutissent vraiment pas. Vous connaissez l'histoire de Bukangalonzo. Alors, effectivement, le reste des secteurs, il y a pas mal de secteurs qu'il faut aussi toucher. Ok. On a bien parlé sur le secteur économique, en fait, le secteur minier, pardon, le secteur dont la République, dont certains acteurs politiques ont pu développer en République démocratique du Congo. Est-ce que le secteur minier est le seul secteur qui peut produire plus de richesses que d'autres secteurs? Parce qu'on a toujours l'impression de voir que le gouvernement congolais, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus focalisé sur le secteur minier. Et autrement, qu'est-ce que le secteur minier a-t-il produit pour permettre à ce que notre budget soit un budget un grand budget par rapport à la grandeur de la République démocratique du Congo? D'emblée, les secteurs miniers en République démocratique du Congo, il est capable de développer ces pays, même si on n'a pas touché à d'autres secteurs. Mais le problème, c'est la valeur ajoutée que présente ces secteurs. Il y a des productions minières, il y a les diamants, il y a des cobaltes, il y a les coltans, il y a les thym, cuivre, etc. Mais qui ne sont pas transformés localement pour créer des emplois et que ces emplois génèrent des revenus. Des revenus, tout à fait. Des revenus qui vont apporter aussi d'autres revenus tout à fait. en forme d'impôts et taxes. Alors,
à l'époque coloniale, avec tout ce qu'on avait créé comme société à l'intérieur, c'est-à-dire même des sociétés qui viennent de l'étranger, la RDC avait un niveau de vie appréciable par rapport à aujourd'hui. Et même après les colons, il y a eu la grande entreprise que vous connaissez, ou les deux grandes entreprises minières que la RDC avait. Nous avons la minière de Bakwanga et nous avons la GECAMINE, qui, les deux, contribuaient à peu près à 70% du budget de l'État. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes chutés le plus bas possible parce qu'on n'a plus de moyens de transformer localement, et des investissements dans ce secteur sont des investissements privés et pour les groupes internationaux, disons généralement les multinationaux, mais qui ne travaillent pas pour les comptes de la population congolaise, ni aussi pour l'État, parce que l'État ne se retrouve vraiment pas dans ça. Il y a trop de fraude et il y a trop de problèmes. Alors ce qu'il faut faire, il faut d'abord recadrer ce secteur. Bien sûr, ça a été déjà fait avec le nouveau code minier. Mais l'essentiel, c'est que maintenant qu'on voit, c'est que la RDC tire de ses mines pour développer son pays. Mais en dehors de ces secteurs, il faut aller aussi dans d'autres secteurs très importants, tels que le secteur agricole qu'on vient de citer. Le secteur touristique, il est très important parce que dans d'autres pays, si vous comparez par exemple la France, c'est vraiment à peu près les 9% du PIB que c'est ce secteur contribue. Même l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique, avec le secteur du tourisme... L'Afrique du Sud, il y a également le Maroc. Le Maroc, tout à fait. Il y a le Brésil. Ce sont deux pays qui ont su développer les secteurs touristiques, et à telle enseigne que même avec les effets de la Covid, vous sentez que ces économies-là ont tellement baissé sensiblement parce que leur secteur touristique était bloqué. Mais en RDC, c'est le contraire. C'est à peine 2,8% des contributions à l'économie nationale, au PIB. Donc ça veut dire que ce sont des secteurs qui sont très, très, très délaissés, qu'il faut vraiment encadrer pour donner la livre à l'économie nationale. En dehors des secteurs touristiques, il y a les secteurs des télécommunications. Tout à fait. Pour votre information, en 2011, la RDC avait les taux de consommation de l'Internet national de 1,2%. Et aujourd'hui, nous sommes à 9, quelque chose ou bien 10. Donc, vous voyez que même la consommation de la communication au niveau de l'Internet est encore à bas de l'échelle. Et ce qu'il faut faire, c'est accentuer cette consommation par de nouveaux investissements, parce que la RDC est en chantier. Jusque-là, rien n'a encore été exploité. Il faut toucher des secteurs très sensibles, les secteurs manufacturiers. Donc, il faut qu'on arrive à transformer sur place tout ce que nous pouvons avoir de produits agricoles qu'il faut transformer localement et consommer localement. S'il y a des surplus, les exporter. Comme ça va donner notre économie une garantie de la production intérieure, et in fine, nous aurons la possibilité de vendre à l'extérieur et d'avoir des devises et stabiliser les secteurs monétaires. Oui. Non seulement compter sur les mines, parce que les mines ont un grand problème sur le plan international, et vous devez bien le savoir, quand bien même si on ne le dit pas, mais les prix de mines congolais ne sont pas fixés par les Congolais, c'est par une imposition étrangère, internationale, impérialiste, qui fait que nous, on subit leur dictat, et finalement, sur le marché international, il y a toujours des fluctuations qui se font, et finalement, on n'a pas une bonne stabilité de prix, ce qui fait que notre production minière, à chaque moment, elle est dévaluée de sa propre valeur, et finalement, on n'a pas des grandes garanties qui peuvent nous dire on peut stabiliser notre économie qu'avec le secteur minier, d'où il faut toucher d'autres secteurs. Quels sont les risques que la République ou la République démocratique du Congo peut avoir lorsqu'il ne diversifie pas ces secteurs? Il s'est dit, par exemple, moi je trouve que pour gagner, pour avoir plus de gains ou bénéfices, pour que mon pays puisse beaucoup plus évoluer, ce n'est que les secteurs miniers. Bon, quand on parle de secteur minier, hydrocarbures et tout ça, tout ce qui est secteur minier, hydrocarbures, je crois que c'est tout. Donc, quels sont les risques
C'est-à-dire quand un pays s'est dit, par exemple, je vais m'intéresser sur un secteur. Prenons l'exemple de l'Angola. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu la chute de produits pétroliers, l'Angola était un pays beaucoup plus basé sur les secteurs miniers. Oui, oui. Mais après, on a vu ce que ces pays a subi. Mais quels sont les risques? Jusque-là, il ne serait même pas. Quels sont les risques qui... Bon, les risques, vous l'avez déjà donné même dans votre élément, parce Ouais. que lorsque vous dépendez que de produits miniers, tout ce qui a comme conséquences économiques internationales vont tomber sur votre économie. Par exemple, nous, la grande production minière, nous exportons sur l'espace européen et l'espace américain. Alors imaginez si aujourd'hui les États-Unis ont une crise financière chez eux, ou les Européens, alors ça veut dire que tous les preneurs de nos matières premières subissent aussi les mêmes effets de la crise. Tout à Et fait. cependant, notre production ne va pas rencontrer l'intérêt par rapport à ceux qui ont de la crise. Peut-être ils vont dire non, écoutez, on ne saura pas l'acheter au prix d'avant. Il faut revoir ces prix-là. Donc voilà, le premier risque ou les premiers chocs qu'on doit subir, c'est que comme nous dépendons de l'extérieur, une économie extrêmement extravertie, voilà. alors tout ce qu'il y a comme ramification au niveau international, au niveau de nos clients, ça va retomber sur nous-mêmes. Mais si on a essayé de diversifier et qu'une grande production de mines reste chez nous, consommée chez nous, quand je dis consommer chez nous, c'est-à-dire il faut qu'en RDC, on arrive à produire aussi des chaises en or ici chez nous, des colliers en diamant et des choses comme ça vont permettre à ce que le marché intérieur soit inondé avec une grande quantité de production au niveau local, avec une industrialisation de la plupart des secteurs. Okay. Ouais. Donc, l'essentiel maintenant, c'est voir comment les gouvernements peuvent élaborer un plan national de développement. Bien sûr, ces plans existent au niveau du ministère des Plans, mais il n'est pas exécuté. Nous pouvons quitter pour que ces budgets-là puissent toucher chaque secteur. On sait que l'agriculture peut avoir autant de pourcentages plus importants selon les conclusions de Maputo. Il faut aller au niveau du secteur touristique, il faut aller au niveau des télécommunications, au niveau de l'enseignement même. Parce qu'imaginez que l'enseignement dans le monde, c'est parmi les secteurs aussi qui amènent beaucoup de moyens à l'État congolais. Tout à fait, à l'État de chaque pays, etc. Ouais. Alors chez nous, c'est un secteur un peu délaissé parce qu'il n'a pas beaucoup d'initiatives privées de qualité. Il y en a, mais pas de qualité. Alors tout ça, ça forme les noyaux qui doivent constituer une économie forte et prospère. En dehors de l'organisation de tous ces secteurs et de leur relance, il faut aussi essayer de freiner le coulage de recettes de l'État par la corruption, la fraude. D'ailleurs, c'est les champs de bataille du président de la République, lutter contre la corruption, etc. Parce qu'on s'est dit que réellement, il y a ces entreprises minières, etc., qui ont produit beaucoup plus de richesses, mais que cela n'a pas pu bénéficier à la République démocratique du Congo. Certainement, l'argent est rentré dans les poches des uns et des autres. C'est pourquoi peut-être que notre pays est encore en train de reculer un petit peu au lieu de pouvoir avancer. Effectivement. La lutte contre la corruption, la fraude fiscale, l'évasion fiscale constituent les éléments ou bien les maux qui rongent l'économie congolaise et les systèmes même national de gestion et de la bonne gouvernance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des mesures strictes qui ne peuvent pas être dérogées comme ça et pour serrer les voleurs. C'est comme ça, serrer les voleurs, les détourneurs, même celui qui se trouve dans un bureau administratif au Congo, même celui qui se trouve dans un bureau d'une entreprise à travers la République. Ça doit être nécessairement un élément très important dans la mise en place des dispositifs pour récupérer tout ce que l'État a eu à perdre. Mais souvenez-vous que dans le rapport Luzolo-Bambi, il serait dit que l'État congolais perdait à peu près 15 milliards de dollars par an. Ce qui est vraiment regrettable. Avec un budget de 11 milliards qu'on a actuellement, si on avait les 15 milliards qui sont perdus chaque année, ça nous ferait à peu près 26 milliards. C'est que nous serons vraiment à moitié du budget de la République de l'Angola. Mais quand même, on peut faire quelque chose parce qu'avec l'actuel budget et ce qui confère effectivement à notre PIB, nous avons finalement 900 dollars américains pour un Congolais par an, ce qui vous fait 75 dollars
par mois, ce qui veut dire qu'on n'est même pas capable d'aller à l'école. Parce que si je prends la moyenne des loyers d'un célibataire, c'est à peu près Ça va nager dans 90 $. 90 $, ouais. 90 Voilà. $, ajouter son transport, ça veut dire qu'il vit au-delà. Au-delà Donc, de vous ce voyez qu'il même reçoit. la porte d'entrée de la corruption quand à vous fait. vivez en dessous de vos moyens Tout à fait. des prédilections. Donc ça veut dire que l'État a un grand travail à faire dans la diversification de l'économie. Mais la diversification ne s'arrête pas seulement à l'initiative de l'État. Ouais. Il faut aussi aller à l'initiative privée, l'essence de l'entrepreneuriat. Voilà. Il faut que les Congolais arrivent à travailler pour doter à son État des moyens. Parce que si les Congolais avaient des banques, si les Congolais avaient de l'argent, comme c'est le cas au Nigeria, On dirait, ouais. ils n'auront pas à recourir toutefois chez Banque mondiale. Mais BAD, on a etc. suivi quelques mois, en fait quelques années, une année déjà, le président de la République qui s'était décidé lors d'une conférence organisée, je crois, au Nigeria, il a dit clairement qu'il va mettre une politique de financement, en fait, de financer les jeunes pour permettre à ce que l'on puisse lancer l'entrepreneuriat et que chaque Congolais puisse quand même vivre, vivre mieux, en fait. Et, est-ce que cette pensée-là peut-elle réellement aussi mouvementer ou changer les choses? Oui, Parce oui, qu'aujourd'hui, c'est- en République démocratique, c'est comme si les Congolais ne sont que des quémandeurs d'emploi et non des Oui, oui, créateurs d'emploi. effectivement, c'est ça. Parce que la plus grande difficulté de création de l'emploi en RDC, elle est vraiment liée au financement. Tout à fait. On sort de l'université, on n'a rien, on n'a pas d'expérience comme on nous demande. On a des compétences peut-être, pas des bonnes ou des bonnes. On a l'initiative, on fait un business plan, mais à la fin, qui finance? Personne ne peut financer. Et si vous allez dans les systèmes bancaires ou des microfinances qu'on a ici, on vous microfinance, demande ouais. trop de garanties. Ouais. Alors, l'État maintenant devrait prendre en charge les fonds de garantie. C'est comme ça qu'on appelle tout ce qu'il y a comme financement de l'État. L'État prend les fonds de garantie, donne à un organisme national qui s'occupe effectivement de financer les industries, notamment chez nous, c'est le FPI, qui constitue maintenant le fonds de garantie. Ouais. Dès lors que vous allez demander un crédit, vous n'avez pas à donner des hypothèques. Au finish, vous aurez votre financement sur un échéancier bien convenu et vous pouvez commencer maintenant votre travail. Alors, si le président de la République avait promis de faire des millionnaires congolais et des milliardaires, il faut que le moment est arrivé de le faire. Réfléchissons facilement. L'État congolais a une difficulté d'engager les gens, de créer de l'emploi dans ses services ou ses entreprises. Mais l'État congolais pouvait financer chaque année, si on prend par exemple, l'État congolais se décide de financer 10 000 projets, dont chaque projet, Par an. par an, oui, chaque projet regrouperait 5 personnes. Alors, à la hauteur, par exemple, de 5 000 $, des micro-projets. Des micro-projets, Nous ouais. avons 10 000 projets multipliés par 50 000, c'est ce qui vous donne à peu près 500 millions ou bien ouais. de dollars. Des dollars, ouais. Alors, vous avez ces montants-là et finalement, et si vous prenez maintenant 5 personnes par projet multiplié par 10 000, Par vous 10 000, avez ouais. 50 000 emplois Tout à fait. créés chaque année, ouais. Juste avec, alors ces montants-là, ce n'est pas un montant qui dépasse l'État congolais. Juste se disposer de ça, chaque année, on créerait 50 000 emplois de jeunes. Ok. Et ça veut dire que l'État se débasserait de 50 000 personnes dans le secteur public. Tout à fait. Il y aura 50 000 personnes qui vont commencer à payer les impôts. Exactement. 10 000 entreprises nouvellement créées qui vont donner à l'État les impôts. Les impôts, ouais. Alors, je ne sais pas si on réfléchit dans ces sens ou on réfléchit. Tout à fait. Merci, Monsieur Célestin Ilungamou. Je rappelle ici que vous êtes économiste. La Covid-19 aujourd'hui pose problème dans le monde et particulièrement en République démocratique du Congo. Rappelez-vous que le Premier ministre avait présenté son programme qui est estimé à 11 milliards de dollars. La Covid est arrivée, aujourd'hui ça pose un sérieux problème. Ça a fragilisé beaucoup de choses. Pensez-vous que, je vais bien dire, carrément bien expliquer, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réorganiser ces programmes du gouvernement? Parce qu'on s'est dit, est-ce que le Premier ministre ou le gouvernement peut-il réellement
nous produire ces 11 milliards de dollars qui étaient promis, ne peut-il pas réorganiser son programme? Et s'il faut réorganiser son programme, le programme du gouvernement, que doit-il réellement faire? Qu'est-ce que vous pensez en tant qu'économiste? Comment le gouvernement, enfin, le Premier ministre ou le gouvernement peut-il réorganiser son programme pour permettre à un court terme, voilà, à un court terme pour que le peuple congolais puisse au moins bénéficier de quelque chose? Parce que jusqu'à présent, on a vraiment un problème. Et rappelez-vous, ici, avec cette dépréciation de la monnaie, ça crée vraiment de sérieux. 1 dollar, 10 dollars aujourd'hui, c'est à peu près à 20 000 quelque chose de francs congolais. Et on nous a dit ici carrément que c'était parce qu'on a toujours réserve d'échange. Tout ça, qu'est-ce que vous pouvez peut-être donner, expliquer techniquement étant économiste? Avant d'avancer, je parlais de projets de création. Donc ça ne ferait pas 500 millions, c'est 50 millions de dollars américains chaque année. Donc c'est avec toutes nos excuses. Alors, si aujourd'hui on parle de la dépréciation monétaire en RDC, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La monnaie congolaise, depuis qu'elle a été créée, jusqu'à aujourd'hui, elle se déprécie jour après jour. Mais on a vu quelques années que cela a été stabilisé avec Matata Ponyo, à peu près 4 ans. Rappelez-vous, 92, 92. Il faut maintenant voir, il s'agit de quel type de stabilisation. Parce que la stabilisation de la monnaie ne signifie pas freiner les dépenses de l'État qui peuvent créer les tensions sur les marchés. On peut bien freiner ça, mais c'est un freinage, comme on peut l'appeler, apparent, mais en réalité, ce n'est pas ça. Le problème avec la RDC se situe à des niveaux, parce que notre monnaie dépend de la monnaie étrangère, le devise qui est les dollars généralement. Tout à fait. Et une fois que nous avons une quantité suffisante des dollars américains, nous avons la possibilité de rééquilibrer notre taux d'échange. Alors si on n'a pas cette quantité-là, ça veut dire que notre monnaie va suivre les cours anormales de sa dépréciation. Voilà comment on peut dire ça. Maintenant, cette quantité de monnaie que nous pouvons garder en termes de devises, ça s'appelle réserve d'échange. Réserve d'échange, tout à fait. Mais les réserves d'échange, là, ce n'est pas lié au change, par exemple, tel qu'on le fait par les changeurs de nos quartiers, avenues et tout ça. Ce sont des réserves dédiées à l'importation. Tout à fait. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des opérateurs économiques qui ont besoin, finalement, d'importer les marchandises à l'extérieur, ils ont le franc congolais et ils vont aller faire quoi? La monnaie à la Banque centrale. Tout à fait. Alors, selon les théories ou bien les critères fixés par la BAD ou la Banque mondiale, il faut avoir au moins les minimums, c'est votre réserve d'échange doit être capable de couvrir les importations de 9 semaines. Matata Ponyo avait laissé ça à 9 semaines. Lors des Tibala, c'était descendu jusqu'à 6 semaines. Actuellement, je ne sais même pas, c'est entre 5 ou 4. C'est même parce que, effectivement, vous avez dit qu'on avait touché à ces réserves. Exactement, financer les programmes de 100 jours, notamment les maisons préfabriquées. Donc, ce qui est un peu compliqué. Alors, pour reprendre de la valeur de la monnaie nationale, il faut maintenant que la Banque centrale puisse procéder à plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'on remarque actuellement? C'est qu'il y a une grande